Bon, eh bien, on va attaquer du coup tout de suite. Donc, le but de cette conférence, c'était vis-à-vis des tensions actuellement. Alors, je vous présente Pauline qui est avec moi ce soir, qui a été une stagiaire au cabinet et qui est venue voilà, pour faire la petite conférence. Elle est venue prendre une place au cabinet et donc elle a travaillé un petit peu au cabinet pendant c'était quoi? C'était l'année dernière, hein. Voilà. Et donc, elle est passionnée également par la géopolitique, donc on pourra avoir une discussion là-dessus. Donc, j'attaque directement sur la présentation. Alors, comment ça va se passer? On va faire une première partie où je vais vous faire un petit point sur la situation géopolitique, sur ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre ce week-end et aujourd'hui, jeudi 5 mars. Il y a eu beaucoup d'éléments qui se sont déroulés. On va essayer de faire un petit point là-dessus. Ensuite, on va voir les incidences sur vos finances, à titre pour vous. Et ensuite, on va voir comment on peut réagir. Et à la fin, je vous proposerai, si jamais ça peut être pertinent, un appel découverte avec moi. Et puis, on va répondre à toutes les questions. Voilà. Ça, ce sera les déroulés de la conférence. Donc, déjà, qui suis-je pour pouvoir vous parler de ça? Parce qu'il faut que vous sachiez à qui vous adresse ce message. Donc, moi, je suis Luc Follin, fondateur du cabinet Follin & Co Conseil Patrimoine, qui est situé à côté de Bordeaux, à Ambarès-et-Lagrave. Je suis ancien sapeur-pompier professionnel, donc de 2014 à 2024, 10 ans d'engagement du coup au SDIS 33, donc aux pompiers de la Gironde. Ensuite, j'ai créé mon cabinet parce que j'avais une vision très spécifique de savoir de comment exercer. Je voulais vraiment avoir une approche différente de ce qui se fait dans le monde de la gestion de patrimoine. Je voulais vraiment avoir une approche adaptée au conseil et vraiment prioriser vis-à-vis du client et pas vendre des assurances-vie ou des PER voilà, sans vraiment avoir fait une vraie analyse au préalable. Ensuite, donc ça fait on a une nouvelle personne qui arrive. Bonsoir Marc. Alors normalement vous êtes rentré dans la conférence. Bonsoir Marc. On avait commencé la conférence. On continue. Donc j'étais en train de me présenter justement. Donc moi, à titre personnel, j'ai été investisseur justement pendant ces années pompiers où j'ai pu développer un parc immobilier avec ma compagne et on a une quinzaine de lots, donc on a une vraie expérience en tant qu'investisseur et puis également en parallèle des investissements sur les marchés financiers et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de passer à autre chose et d'ouvrir mon propre cabinet. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour l'historique. Passion également pour les marchés et la géopolitique, avec une analyse en continu de toutes les lois fiscales, de tout ce qui se passe dans le monde et de toute la macroéconomie. Voilà un petit peu pour la présentation. Ceci étant dit, on va continuer, puisque l'idée, c'est pas que je parle de moi. Maintenant, je vais vous dire un petit peu comment je me source en termes d'information, parce que c'est très important à l'heure de la désinformation, de l'IA, de beaucoup de choses, de tout ce qu'on voit, même les médias mainstream, j'ai envie de vous dire. Il ne faut pas regarder BFM TV et CNews pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous risquez d'être un petit peu limité, si je puis dire. Donc, moi, principalement, il y en a beaucoup d'autres, évidemment, mais je regarde Le Monde, je regarde Arte. Il y a certains documentaires qui sont très intéressants et très pertinents. Et après, sur les sources d'information un petit peu directes, je regarde Reuters et Bloomberg, qui sont deux acteurs de presse internationale et surtout liés au marché financier. Et j'ai une chaîne YouTube que je peux vous recommander vivement si ça vous intéresse, qui est extrêmement pertinente, avec donc Monsieur Sylvain Pereira qui fait des analyses géopolitiques très très pertinentes.
Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe dans les dessous de la géopolitique, voilà, il se source sur de nombreux médias, il est très très pertinent. Donc je vous le recommande vivement. Vous pouvez aller voir sur YouTube, sa chaîne c'est Veille stratégique. Voilà un petit peu, ça c'était important de faire le point là-dessus. Voilà, donc maintenant on va attaquer dans le vif du sujet. Où est-ce qu'on en est sur le conflit actuel? On a eu encore des nouvelles, ne serait-ce que cet après-midi, encore des choses qui sont tombées. Mais on va faire un petit point global. Je vais essayer d'être assez rapide. Je vais m'autoriser, allez, un petit quart d'heure. Donc, il est 20h20. On va aller jusqu'à 20h35 pour faire un petit peu le point là-dessus. Pauline, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Elle est à côté de moi. Je veux pas vous la remontrer, mais elle est à côté de moi. Donc, si besoin, elle interviendra. Donc, les objectifs. On va revenir un petit peu sur pourquoi il y a cette guerre. Donc, a priori, en tout cas, c'est vraiment de sources pas sûres, mais c'est vraiment un regroupement de sources qui permet d'indiquer ça. Ce serait que finalement, la guerre, elle a été quand même lancée plus par Israël et Netanyahou que par les US, même si c'est pas ce qu'ils veulent essayer de dire. Et que donc, c'est la guerre qu'attend Israël depuis des années. C'est que les États-Unis viennent aider à attaquer l'Iran. Et donc, Israël a vraiment obtenu ce qu'il voulait depuis des dizaines d'années. Et puis, le problème, c'est que pour les États-Unis, il n'y a pas vraiment d'objectif très clair dans cette guerre. C'est que finalement, on s'aperçoit que tous les prétextes qui ont été engagés pour aller faire cette guerre, ils sont pas fiables finalement, puisque pour protéger les populations civiles, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Hein. Les États-Unis font pas la guerre pour les gens, pour leur grand. Il suffit simplement de voir que l'un des premiers bombardements, donc à voir si c'est Israël ou les États-Unis, mais qui a bombardé une école de petites filles avec plus de 160 petites filles qui seraient mortes au niveau de cette école. Donc cet argument-là, on le met de côté, hein, soyons clairs. Ensuite, il y a le deuxième argument qui était un petit peu plus probable, c'est celui de la montée de l'enrichissement en uranium pour produire des armes nucléaires. Et celui-là, c'est pareil, finalement, il ne tient pas la route puisqu'il a été prouvé par l'AIEA qu'en fait, il n'y avait aucune preuve tangible qui permettait de dire que les Iraniens allaient obtenir rapidement la bombe atomique. Et donc, c'est pareil, c'est une fausse excuse. En tout cas, c'est ce que disent tous les démocrates et l'opinion américaine commence à être très, très tendue là-dessus parce que il y a eu des morts hein, au niveau des soldats américains déjà. Et donc, on comprend, l'opinion américaine se demande pourquoi ils vont encore s'engager dans une guerre. Voilà. Et après, bon, il y avait les vraies raisons, et on va y venir. Donc, les vraies raisons, et là, il faut rentrer vraiment dans le fond de la géopolitique et même de la monnaie. Ce serait potentiellement pour le dollar et justement pour garder la prédominance des États-Unis vis-à-vis de la Chine, puisque c'est les deux puissances qui viennent aujourd'hui se confronter. Et donc, c'est par l'Iran que la Chine se fournit en pétrole. Et donc, voilà, on va y revenir un petit peu. Voilà un petit peu les objectifs. Je reviens un petit peu. Donc, les objectifs initiaux par les États-Unis. Ensuite, on a la résistance et résilience de l'Iran. Donc, on voit que ce que voulaient les États-Unis, c'était une guerre rapide. Trump, il voulait essayer de faire ça rapidement comme il l'avait fait au Venezuela. Sauf que ça s'enlise. On voit que ça s'enlise parce que l'Iran, finalement, ils détiennent, on va y venir un petit peu plus tard, mais ils ont des lanceurs de missiles qui sont dissimulés dans les montagnes. A priori, c'est beaucoup plus difficile que prévu de pouvoir détruire toute la capacité militaire de l'Iran, puisqu'ils se sont vraiment adaptés à leur physionomie de territoire, et justement, ça leur permet de sécuriser leurs lanceurs.
puisqu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de... Tous les missiles, finalement, iraniens sont arrêtés pour la plupart par des... mince, aide-moi, Pauline, si tu veux, par des intercepteurs américains, israéliens, et sur tous les pays du Golfe. Sauf que, en fait, ça coûte beaucoup plus cher de faire des interceptions par les États-Unis et par Israël que de lancer des missiles ou des drones, puisqu'un drone ne coûte que environ 50 000 euros pour l'Iran, et ils en ont à foison. Et donc, a priori, on voit qu'il commence à y avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Allez voir la chaîne justement de Monsieur Pereira qui explique ça très bien. Mais voilà, on a également un soutien de l'Iran par la Chine, puisqu'il y a énormément de renseignements qui ont été transmis à l'Iran par la Chine, et c'est comme ça qu'ils ont pu atteindre des cibles très spécifiques, que ce soit au niveau des pays du Moyen-Orient qui détiennent des points stratégiques au niveau du pétrole, ou même en Israël. Un petit peu, voilà, c'est pour faire un petit point sur la situation. Je vais essayer de pas trop m'embourber là-dessus. Pour faire un petit résumé, jusqu'à maintenant, il y a eu environ 2000 cibles qui ont été frappées en Iran par les États-Unis et Israël. Il y a eu 201 sites principaux ciblés. Ça, c'est la source, c'est le chef d'état-major américain. Les Iraniens ont lancé 571 missiles. Ça, c'était un chiffre qui date de ce matin vers Israël et les bases américaines, et 1391 drones. Voilà. Israël affirme que 46% des stocks utilisés, je crois que c'était pas 46, mais 86% des stocks de missiles et des drones avaient été utilisés. Il faut prendre ce chiffre avec des grosses pincettes, puisque Israël commence à vouloir faire un petit peu de bluff, et on ne peut pas vraiment juger ce chiffre fiable. Puisque là, on rentre dans une guerre un petit peu de l'information également. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu les vrais enjeux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre un petit peu de recul, et si on veut essayer de comprendre les derrières de cette guerre, il pourrait aussi y avoir différentes choses qui aient engagé les États-Unis à faire cette guerre. C'est que c'est tout ce qui est pétrodollar. Donc là, il faudrait rentrer un petit peu dans l'historique de pourquoi les États-Unis veulent garder la main, mais en gros, le dollar, c'est ce qui fait la puissance du monde, des États-Unis au niveau du monde. C'est que tous les échanges mondiaux se font grâce avec du dollar. Et ils veulent garder cette force-là, puisque ça leur permet de financer leurs dettes. Et que s'ils n'arrivent pas à garder cette main-là sur le dollar, eh bien, ils pourraient, au vu de l'endettement des États-Unis, ça pourrait ça pourrait les mener à leur déclin, tout simplement. Est-ce que jusque-là, ça vous paraît un petit peu clair? Je vais continuer un petit peu, puis après, on attaquera juste quelques petites questions vis-à-vis juste de l'introduction. Là, voilà, l'Iran brise ce système, l'Iran vend son pétrole en yuan, et il faut voir un petit peu l'historique de tout ce qui s'est passé les décennies précédentes, comment les États-Unis ont attaqué l'Irak et pourquoi, suite aux attentats du 11 septembre. Hein. Ils ont prétexté justement les fioles, etc. Mais finalement, ce qui a vraiment précipité la guerre, c'est beaucoup plus le fait que justement l'Irak voulait passer de Saddam Hussein voulait passer à l'euro. Ils avaient commencé à échanger le dollar, le pétrole avec des euros, et c'est la raison pour laquelle ils ont éjecté Saddam Hussein. Ensuite, il y a eu la Libye et Kadhafi. Faut pas que je fasse d'erreur là-dessus. Kadhafi qui a voulu mettre en place également, lui, j'ai oublié. La monnaie d'or. Et c'est pareil, bon, mais là, c'était plus avec Sarkozy à ce moment-là, mais c'était toute l'OTAN qui ont réussi à le virer. Mais on s'aperçoit finalement qu'il y a vraiment une continuité dans cette donnée-là. On peut aussi voir un petit peu ce qui s'est passé au Venezuela. Pareil, ils veulent libérer le peuple vénézuélien, mais bien sûr,
Mais bien sûr, non, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est de garder la main sur le pétrole, pas pour eux forcément, mais surtout pour limiter l'apport à la Chine, puisque la Chine commençait à faire des échanges avec le Venezuela, et ça permet du coup aux États-Unis de couper cette route-là à la Chine. Et voilà. Et de la même manière, si vous voulez, l'Iran et au niveau du détroit d'Ormuz, la plupart du pétrole du détroit d'Ormuz permet principalement d'alimenter la Chine. Et c'est une des raisons potentielles pour lesquelles les États-Unis, en tout cas, c'est mon point de vue, auraient voulu cette guerre, parce que derrière, ils reprenaient la main sur l'Iran et pouvaient avoir la main sur ce détroit qui finalement est central sur l'économie mondiale. Voilà, j'espère que je ne vous perds pas avec toutes ces explications. Ensuite, donc c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, finalement, il y a une guerre contre l'Iran, mais finalement, on voit qu'il y a aussi la vraie guerre, c'est une guerre qui est économique vis-à-vis de la deuxième plus grosse puissance mondiale économique, la Chine. Voilà, puisque c'est, comme je vous le disais, le premier importateur de pétrole iranien. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire? Je peux faire une petite transition aussi avec Ray Dalio, qui est l'un des gérants de fonds les plus importants aux États-Unis, qui avait une Bridgewater, je crois que c'était le nom de sa société de gérant de fonds. Et il a une théorie qui est extrêmement intéressante. Il a fait un retour sur les dernières décennies, et il a essayé de reconstituer ce qui pouvait actuellement se passer. Et pour lui, on est actuellement dans un changement d'ordre mondial où toutes les États-Unis, l'Europe et même la Chine seraient dans une sorte de déclin. Voilà, donc je vous laisserai aller voir un petit peu. Il est sur LinkedIn. Allez voir ses travaux. Il a écrit un livre qui s'appelle justement Le changement d'ordre mondial. Et il indique que voilà, les deux blocs, deux systèmes monétaires, deux ordres économiques qui vont être incompatibles, et que en fait, il avait un petit peu prédit ce qui allait se passer, des tensions au sein des pays, puis des guerres. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment il voit ces choses-là. Et pour lui, on est rentré justement dans cette phase de déclin de l'Occident, tout simplement. Et donc, c'est les pays émergents qui vont ressortir gagnants de tous ces conflits et de tout ce qui se passe actuellement. Voilà un petit peu ce qu'il en est, en tout cas, d'un point de vue géopolitique. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ça, c'était pour faire un petit historique sur comment on est passé finalement de l'or qui était finalement le dollar qui était adossé à l'or jusqu'en 1971. Donc ça, c'était les accords de Bretton Woods depuis 1945 jusqu'à 1971. Et en 1971, Nixon a dit stop, puisque les États-Unis étaient un petit peu dans l'embarras au niveau économique. Ils étaient un petit peu en récession, si je ne fais pas erreur. Et donc, Nixon a décidé de sortir l'étalon or, ce qui a commencé à faire en sorte à ce que le dollar puisse être dévalué. Voilà, c'est que en fait, on n'avait plus le dollar n'était plus adossé à l'or, et donc on pouvait en imprimer un petit peu tant qu'on voulait. Et ensuite, il y a eu quelques accords secrets et des accords avec l'Arabie Saoudite, où les États-Unis ont réussi en promettant justement d'acheter le pétrole saoudien et en vendant des armes et en mettant des sites militaires, en indiquant qu'ils allaient protéger le détroit d'Ormuz, justement, et qu'ils allaient donc de cette manière. La seule chose qu'il fallait, c'est que tout se fasse en dollars. Et derrière, ça leur permettait de financer justement leur dette. Voilà un petit peu. Je vous laisserai aller voir un petit peu plus loin. Je ne vais pas y passer trop longtemps parce que il est déjà 34, on avait dit 35. On a presque fini. Maintenant, on va recentrer à peu près sur ce qui se passe vraiment actuellement au niveau du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, comme je vous le disais, c'est vraiment le cœur de l'économie mondiale, puisqu'il y a du pétrole, du gaz qui passe par là.
et même si la plupart du pétrole, donc c'est 20% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz, et actuellement, il y a plus de 80% de baisse de trafic maritime. Les bateaux sont stoppés. Il y a uniquement, a priori, les bateaux chinois qui ont l'autorisation de passer, puisque l'Iran et la Chine sont alliés. Et donc, tous les autres sont bloqués. Et si jamais ils essayent de passer, ben, ils se font bombarder. Et on l'a bien vu, clairement, il y a eu des pétroliers qui se sont fait bombarder. Et puis, ben, donc, ça a fait exactement ce que j'avais indiqué ce week-end. Hein. Bon, il y avait pas, c'était pas difficile de prévoir ça, mais le pétrole donc le WTI a pris plus de 8%. On a eu vraiment le gaz qui a explosé suite à l'arrêt de la production d'une usine au Qatar. Qatar Énergie qui a arrêté sa production parce que ça représentait trop de risques. Du coup, ça fait exploser les prix du gaz et donc voilà, on a donc eu vraiment toute la classe d'actifs des matières premières, mais qui évidemment fait un gros pas en avant, prend une flambée au niveau des prix. Et voilà. Maintenant, un petit point sur la position des pays occidentaux. On a vu que les positions avaient bougé. Il y a les cartes qui se mobilisent. Même aujourd'hui, ce matin, la France, a priori, avait laissé la possibilité aux États-Unis d'utiliser ses bases militaires pour faire atterrir leurs avions et envoyer les missiles et lancer refaire décoller leurs avions, etc., depuis les bases militaires françaises. Il y a eu apparemment un arrêté de presse, un communiqué de presse, pardon, qui a indiqué que finalement c'était une information qui était erronée. Ils ont dû peut-être annuler cette décision entre-temps pour ne pas s'enliser dans le conflit. Moi, de mon point de vue, je trouve ça tout à fait judicieux. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée de se mettre aux côtés des États-Unis comme l'a fait l'Allemagne, puisqu'on a une Europe finalement qui est complètement divisée, puisque la France qui est un petit peu au milieu entre l'Espagne et l'Allemagne, qui sait pas trop, qui a quand même des intérêts au niveau du Moyen-Orient, qui veut protéger les pays du Moyen-Orient, mais qui ne veut pas non plus trop s'impliquer dans le conflit. On a le Royaume-Uni aussi, le plus gros allié des États-Unis, qui justement a interdit au début à Trump de positionner ses missiles à Diego Garcia, une petite île dans l'océan Indien qui permet d'envoyer les missiles sur l'Iran, ce qui a fait frémir Trump évidemment, et ils ont finalement annulé et accepté ça. L'Allemagne qui se met à genoux et qui est même allée jusqu'aux États-Unis pour dire oui, on va faire tout ce que vous voulez, et l'Espagne qui s'oppose de manière très franche à Donald Trump. Donc on a vraiment une Europe qui est totalement divisée sur ce conflit. À côté de ça, on a, j'y suis pas trop resté, mais on a Israël, donc les intentions d'Israël là, c'est beaucoup plus clair. Hein. Comme je disais, ça fait des années qu'ils veulent rentrer dans ce conflit, qu'ils veulent attaquer l'Iran et qui veulent le soutien des États-Unis, sans qu'ils ne peuvent rien faire, évidemment. Et qui, apparemment, ont commencé, il y aurait eu des agents du Mossad qui auraient été arrêtés en Arabie Saoudite et au Qatar pour planifier des attaques et des bombes sous faux drapeau probablement. Et on a aussi une information qui indique que une information qui indique que les attentats de Chypre, pas les attentats, pardon, les bombardements qu'il y a pu y avoir à Chypre ne proviendraient pas de missiles iraniens ou de drones iraniens. Et donc, la question un petit peu se pose de ce qui se passe. Et voilà. Et donc là, on peut faire des scénarios, évidemment, mais avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël, qui veut Israël, qui a une ambition de colonisation de tous les pays qui sont aux alentours et qui voudrait sans doute atteindre
comment dire, l'idée de pouvoir développer ses colonies et agrandir son territoire. Et d'ailleurs, il y a l'ambassadeur américain Mike Huckabee qui a clairement dit durant une interview avec Tucker Carlson justement, ben, que voilà, que il serait pas contre que Israël s'étende du Nil jusqu'à l'Euphrate, ce qui voudrait dire finalement le grand Israël, hein, lié aux anciens de tout ce qui avait marqué dans l'Ancien Testament. Donc, bah, évidemment, il y a eu une réaction forte de tous les pays arabes qui se sont opposés à ça. Mais voilà, et puis on voit également qu'Israël a commencé à envoyer des troupes au sol au Liban et a commencé à envahir le Liban, évidemment sous prétexte, comme d'habitude, de frappes liées du Hezbollah. Mais bon, on sait que on connaît un petit peu les intentions d'Israël, que voilà, ils ont ces intentions-là de développer une expansion de leur territoire. Je continue. Maintenant, on va passer sur la partie impact sur les marchés. Allez, on rentre dans le vif un petit peu du sujet. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. On va faire une petite pause. Est-ce qu'il y en a qui, jusque-là, ont des questions? Je vais prendre quelques questions, une ou deux, pour pas que ça dure trop longtemps. Je vous propose que si ceux qui en a qui ont des questions, ils ouvrent leur micro et ils puissent les poser en direct. Pas de questions? N'hésitez pas. Je suis toute à votre écoute. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas. Où est-ce que j'ai participants ici? Non, pas de questions. Je continue. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous m'entendez bien là? Je voulais juste voir si je ne sois pas tout seul. Moi, je suis bien là, tout va bien. Ok. Je me rends compte que je suis pas trop mal informé, Olivier, finalement, Christophe, Marc, Cathy, Fabienne, vous êtes bien avec moi? Ok, super. Faites-moi un petit signe, juste pour savoir si je ne parle pas tout seul. Ok, super. Merci beaucoup, Fabienne. Cathy et Marc, Christophe, super. Merci beaucoup. Marc et Cathy, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. N'hésitez pas à me faire un petit signe si jamais vous n'êtes pas dans le coin, si vous n'êtes pas avec moi. Bon, eh bien, on va continuer. Merci. Super, Marc, merci beaucoup. On va attaquer donc impact sur les marchés. Là, on rentre dans le vif du sujet. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le pétrole qui a explosé. Évidemment, bon, c'était encore une fois prévisible. Le blé, matière première, en nette hausse également. L'or qui se maintient sur les plus hauts. Il n'y a pas eu de fort mouvement. C'est un petit peu en attente de ce qui va se passer. Et le gaz qui a explosé suite à ce que je vous disais, évidemment, la fermeture d'une usine et la fermeture d'une production, l'arrêt de la production d'une usine capitale au Qatar, qui a fait exploser les prix. On a une information aussi, apparemment Poutine stopperait toutes les exportations de gaz. Évidemment, il profite de la situation et des tensions avec l'Ukraine pour mettre un petit peu un embargo sur les exportations. Lui, c'est un petit peu le gagnant de cette guerre-là en ce moment, puisqu'il va pouvoir vendre plus de pétrole à l'Iran, à la Chine, et même à tous ces pays alliés, puisque avec le blocage du détroit d'Ormuz, c'est un petit peu lui qui ressort gagnant. La réaction des marchés, on a eu de grosses baisses significatives sur les marchés européens qui ont pris peur. Hein. On a eu plus de 6% en l'espace de quelques jours là depuis lundi. Là, j'ai pas repris voir ce qu'ils avaient fait depuis ce soir. Le CAC, ouais, ils ont bien repris, ils ont bien rebaissé, hein, ils ont continué à baisser. Les marchés américains s'étaient maintenus, mais là, ils ont vraiment pris une baisse. Je pense qu'ils étaient justement dans
dans cette attente de savoir si la guerre allait durer ou pas, puisque finalement, c'est ça qui va vraiment déterminer le fait que les choses vont se calmer ou pas. Et puis bien là, en fait, on s'aperçoit que Trump est un petit peu bloqué, puisque les Iraniens, ils ont de la capacité en termes de missiles. Et ils peuvent tenir beaucoup plus longtemps que ce qu'ils n'avaient imaginé. En tout cas, a priori, c'est vers ça qu'on se dirige. Et donc, on se dirigerait vers une guerre qui va durer plus que prévu. Et donc, les marchés, finalement, n'aiment pas trop ça et commencent à baisser. Le pétrole WTI a pris 6% aujourd'hui. Donc là, on a vraiment la crise et le conflit qui commencent à s'inscrire dans le temps et les valeurs commencent à être significativement marquées. Voilà, j'espère que je ne vous perds pas. Donc ça, c'est les deux scénarios, hein, évidemment, que je vous expliquais à l'instant. Guerre courte, on va avoir une normalisation des marchés si jamais tout revient à l'équilibre, si jamais ils arrivent à trouver un accord. C'est ce que j'aimerais, hein, évidemment, c'est que tout le monde puisse retrouver un petit peu le calme et puis éviter de perdre des vies humaines, hein, puisque on le dit pas trop dans tout ça, mais il y a beaucoup de vies humaines qui sont perdues pendant ces guerres-là. Ensuite, il y aura une baisse du pétrole et du gaz, évidemment, stabilisation économique, et là, on aura une stabilisation également voilà, de l'épargne. Donc, même si l'inflation continuera, mais évidemment, elle s'enflammera pas. Si, par contre, et c'est ce qui se dessine, hein, malheureusement, on part sur une guerre longue, eh bien, on risque d'avoir une hausse beaucoup plus durable sur le pétrole, le gaz et toutes les matières premières, puisqu'elles vont venir impacter sur l'ensemble des matières premières. On va avoir une inflation du coût mondial qui va persister et qui va augmenter. Et donc, évidemment, ça va impacter le pouvoir d'achat. Vous avez déjà vu comment le prix à la pompe avait été impacté, alors que bon, ça, normalement, c'est pas normal, hein, puisqu'on a quand même des réserves de pétrole, la France, que ce soit la France, les États-Unis, on a beaucoup de réserves. Mais là, on voit que vu que ça peut durer, les prix commencent à monter. Je ne parle pas des prix à la pompe, les prix du pétrole commencent à monter. Et évidemment, les prix à la pompe, ils en profitent un petit peu pour se gaver un petit peu. Mais voilà, ceux qui vont être impactés les premiers, c'est vous, moi, c'est les petits épargnants français, comme d'habitude. On est un petit peu les dindons de la farce dans ces mécanismes-là. On va également avoir ça va être mécanique, hein, mais une remontée des taux, puisqu'on avait réussi à faire baisser l'inflation relativement correctement depuis la guerre en Ukraine et 2022. On avait réussi à la stabiliser. Là, on va repartir sur un cycle de taux qui va repartir à la hausse. Donc, pour tous ceux qui veulent investir notamment dans l'immobilier, hein, n'hésitez pas à le faire très, très rapidement, puisque ça va être sensiblement différent les mois qui vont arriver sans doute. Voilà. Et donc, évidemment, hein, les conclusions, c'est que si jamais vous détenez tous vos actifs sur des livrets A, sur des comptes qui ne sont pas rémunérateurs et qui ne génèrent pas de rendement, eh bien, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du pouvoir d'achat, en tout cas, pas de l'argent en euros, hein, mais vos euros ne vaudront plus grand-chose. Voilà, tout simplement. Et donc, le risque, c'est pas d'aller investir et de diversifier un portefeuille. Le risque, c'est surtout de garder son livret A bien au chaud et de croire que tout va bien se passer. Parce que, voilà, il faut se mettre dans une nouvelle perspective où l'inflation va redevenir très, très importante. Voilà, là j'avais fait une petite slide justement sur Ray Dalio. Je ne vais pas y revenir trop longtemps parce que il est déjà 20h50. On a déjà bien développé. Mais c'est justement, je vous laisserai aller voir, hein, si vous êtes intéressé, allez voir. Vous pouvez commander son bouquin. C'est très 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 intéressant ce qu'il raconte. Et il indique qu'on est justement en stade 6, la phase finale d'un empire. Donc les guerres commerciales qui suivent, des guerres technologiques, des conflits géopolitiques, conflits militaires possibles. Donc c'est ce qui arrive, hein, vraiment. Et ça, il l'avait écrit il y a déjà, je crois qu'il date de 2023, son bouquin, si je me trompe pas.
Et donc, les US sont en fin de cycle et rentrent dans le déclin, tout comme l'Europe également. Avec une dette qui est colossale, de 38 000 milliards de dettes, ce qui est vraiment énorme. Voilà. Un petit mot sur ce que dit Warren Buffett. Il a été interviewé dernièrement, là justement. Il a dit qu'en temps de guerre, il faut aussi investir dans les entreprises. En tout cas, lui, c'est sa vision. C'est que les euros baissent, toutes les monnaies fiduciaires baissent. Et donc, lui, il considère que la valeur, elle est beaucoup plus maintenue dans les entreprises. Et les entreprises, c'est la classe d'actifs des actions. Voilà. Donc maintenant, on va voir quelles sont les incidences sur vos finances. Bon, vous avez un petit peu compris, hein, j'ai déjà fait un petit peu le point là-dessus, mais il va falloir éviter de rester trop sur le livret A. Vous voyez là, il y a marqué 3% par an, donc ça c'est potentiellement ce qui va arriver, c'est que le livret A va monter, mais il va monter, oui certes, mais l'inflation, elle, va être sans doute à 6, 7 ou beaucoup plus. Et donc, le rendement du livret A va être vraiment nullissime par rapport et ne battra jamais l'inflation. Donc, votre pouvoir d'achat va continuer de baisser si vous laissez votre argent sur le livret A, sachant qu'il est quand même plafonné à 22 950 € également. Ensuite, PEL, c'est pareil, ça sert à rien de les garder, hein, je ne vais pas faire un détail là-dessus. Assurance vie en fonds euros, alors en fonction des assureurs, il faudra peut-être avoir une petite poche en fonds euros, peut-être que ça va venir suivre l'inflation en fonction des fonds euros de différents assureurs. Mais après, il va falloir évidemment, on va le voir après, mais il va falloir aller se positionner sur d'autres classes d'actifs, et notamment les classes d'actifs à privilégier qui vont être l'immobilier, puisque en France, on a encore cette chance-là d'avoir l'immobilier à taux fixe, c'est-à-dire que même si vous achetez de l'immobilier physique, vous avez un emprunt à taux fixe. Si les taux viennent à augmenter dans les années qui arrivent, eh bien votre remboursement de crédit sera toujours le même. Et donc, ça reste très intéressant d'investir dans l'immobilier avant que justement les taux augmentent trop, puisque vos loyers vont être indexés, eux, sur l'inflation. Voilà. Ça, c'est important. Les SCPI, c'est pareil, c'est un petit peu de l'immobilier. Si vous les achetez maintenant, sans doute que les valeurs des parts vont augmenter dans le temps avec l'inflation. Donc, c'est une belle classe d'actifs pour investir en cas de crise. Ensuite, les actions, c'est ce que je vous disais précédemment avec Warren Buffett, la classe d'actifs des actions. Donc, c'est toutes les entreprises. Principalement, moi, je considère qu'il faut faire attention avec les US en ce moment. Avec l'Europe aussi, avec les tensions qu'il y a justement. Il vaut mieux aller sur des pays qui ne sont peu ou pas impactés par justement ce conflit, qui n'ont pas de problème avec la Chine, avec l'Iran pour le transport du pétrole et pour l'utilisation de tout ça. Et donc, l'idée, c'est pourquoi pas allouer une petite partie sur des marchés émergents, voilà, sur des ETF type marché émergent. Ensuite, c'est pareil, la classe active des métaux précieux et des matières premières. Je ne l'ai pas mis ici, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aurais dû mettre évidemment la classe active des matières premières parce que c'est elle qui va pouvoir contrer l'inflation. On va aller investir dans tout ce qui est matières premières de type agriculture, blé, soja, tout ça, qui vont prendre évidemment beaucoup de valeur. Les métaux précieux, donc l'or, l'argent, qui ont déjà très bien performé. Et moi, mon avis, c'est justement que c'était vraiment un signal fort de déclenchement d'un cycle inflationniste, le fait qu'ils aient performé ces 2 dernières années et dernièrement de manière assez extraordinaire. C'est lié à une grosse dévaluation de nos monnaies. Et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de tout garder en euros. Voilà. Et donc, les conséquences sur votre budget, évidemment, vous avez vu les prix à la pompe, à l'alimentation, vous allez au supermarché, ça va être catastrophique. Vous allez payer le prix du paquet de pâtes peut-être 2 à 3 fois plus cher. Les crédits immobiliers, il faudra évidemment faire attention aux taux variables.
On a la chance en France d'avoir encore des taux fixes. Donc, si vous êtes prêt à investir et que vous n'étiez pas trop sûr, allez-y. C'est ce que je vous recommande de faire. Ensuite, l'épargne, hein, encore une fois, je ne vais pas y revenir, mais ne surtout pas trop laisser d'argent disponible le moins possible. Vous gardez ce dont vous avez besoin sur votre livret A compte courant, mais vraiment le minimum possible, et ensuite vous investissez de manière diversifiée. On va voir tout à l'heure justement un petit portefeuille d'exemple. Voilà. Voilà, et ensuite, là, ça peut être aussi une opportunité, alors peut-être pas tout de suite, hein, attendre que la crise se stabilise, mais de rentrer sur les marchés actions quand ils auront commencé à baisser. Il faut attendre un petit peu. Pour moi, il vaut mieux se positionner actuellement sur les classes d'actifs de type matière première, puisque c'est ça qui va performer sur le court terme, en tout cas. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter absolument? Donc, l'attentisme, c'est dire, je vais attendre et puis on verra ce qui se passera. L'inaction, eh bien, c'est ça qui coûte le plus cher la plupart du temps. Quand on laisse les choses faire et les choses aller, on laisse les choses faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, et puis au final, on s'aperçoit que le coût de la vie continue d'augmenter, et puis qu'on n'a toujours rien fait. Ensuite, c'est les décisions impulsives. Si jamais vous êtes investi sur des marchés financiers, sur les actions et tout ça, il faut jamais vendre dans ce cas de crise. Hein. Ces moments-là, il y a toujours eu des rebonds au niveau des crises, de guerre, quand il y a eu des guerres qui se sont lancées. Hein. L'histoire a montré que les rebonds ont été importants juste après les guerres. Donc, la classe d'actifs des actions, il faut évidemment pas trop être exposé, mais il faut certainement pas vendre dans la panique. Voilà. Ensuite, évidemment, pas mettre tout dans le même panier. Hein. Si vous avez tout sur vos comptes, ça c'est sur vos comptes, je veux dire livret A et compte courant. C'est dangereux. Hein. C'est dangereux aujourd'hui de garder tout son argent en euros et sur des comptes en banque. Voilà. Spéculer sur l'or, évidemment, c'est pas quelque chose à faire. Il vaut mieux voir l'or comme une valeur refuge et une petite part de son portefeuille. On va le voir juste après. Et ensuite, il faut pas prendre des décisions à la va-vite. Voilà, c'est vraiment, il faut voir si un cycle commence à se dessiner et prendre part à un cycle. Un cycle, c'est minimum 6 mois. Et voilà. Et donc là, c'est pour ça que l'actualité, des fois, il y a des petites étincelles qui peuvent justement opérer un changement de cycle. Et là, de mon point de vue, justement, on est dans un changement de cycle où on va repartir sur un cycle inflationniste qui va être fort. Et donc, il faut changer les allocations de portefeuille maintenant et voir justement dans 6 mois qu'est-ce qui va se passer. Voilà un petit peu les avis du cabinet. Donc, 3 principes importants pour protéger votre épargne. C'est la diversification. Jamais avoir une seule classe d'actifs prédominante dans un portefeuille. Évidemment, c'est évaluer votre horizon de temps par rapport au placement que vous faites. Hein. Si vous avez un projet immobilier dans 2 mois, on ne va pas aller travailler pour 2 mois, hein, je vous le dis de suite. Hein. Et même pour 6 mois, ça va être très, 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 très short. Hein. Donc, si vous avez par contre une épargne durable, si vous préparez votre retraite, que vous avez gardé énormément d'économies, mais que vous ne savez pas quoi en faire, eh bien, c'est à ce moment-là que ça va être important de travailler. Et en dernier lieu, c'est la gestion du risque. Il faut qu'elle soit adaptée à votre âge, à vos revenus, à vos crédits, voilà. Et c'est pour ça qu'au cabinet, on doit tout d'abord faire un bilan avant même de pouvoir vous conseiller sur quoi que ce soit. On peut pas évidemment, on peut pas établir un conseil sans avoir fait au préalable un bilan de votre situation. Maintenant, on va voir un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais vous donner un petit peu la parole, voir ce que vous en pensez jusqu'à maintenant. Est-ce que tout ça vous paraît cohérent? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses? On est là pour discuter un petit peu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi déjà?
François? Toujours pour ma part. Ouais, vous avez des questions, François, peut-être? Non, des questions, non, je trouve ça plutôt intéressant. Il y a des choses qui font flipper, Ouais, mais ça donne envie d'entendre un peu la suite. très bien. Donc, mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Bon, super, Maintenant, pas forcément de questions pour le moment, il y en aura sûrement après. très très bien. Cathy, Fabienne, Christophe, vous avez peut-être des questions? Vous êtes toujours avec nous? On va voir juste après, on va voir comment justement un portefeuille type. Je vais vous présenter un portefeuille type, donc restez bien avec nous. Vous allez voir ce que ça peut donner. Euh, Est-ce que, Pauline, toi, tu as des choses à... Vas-y, viens te mettre à la caméra. Est-ce que tu as des choses à dire ou à des questions, des choses que tu C'était pourrais... plutôt très clair pour ma part. Ouais. Toujours très intéressant. Ok. Pas de remarques particulières ou des choses... C'est bien trop complexe Ok. ce conflit, que ce soit les sous-jacents ou les superficiels. Mhm. Les raisons sont toujours très compliquées, mais très intéressantes. Ok, parfait. J'ai quand même juste une question. Allez-y, François, je vous écoute. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais selon vous, tout ça, ça va durer, quoi. Ce conflit, la situation, selon vous, ça va durer, quoi. Ben, c'est exactement ça. Alors, c'est ce que vous avez dit juste avant. Je n'ai pas de boule de cristal. Et c'est toujours un petit peu difficile à un moment donné. En fait, c'est soit on dit, en fait, il faut prendre une direction. Hein, c'est toujours ça qui est un peu difficile. C'est qu'à un moment donné, un conseiller financier, il doit aussi avoir des convictions sur ce qui va potentiellement se passer dans le futur. Mais là, en fait, moi, ma position en tant que conseiller financier et auprès de mes clients, c'est dire, il y a un cycle inflationniste qui arrive. Voilà. Même si la guerre s'arrête demain, ça ne va pas s'arrêter comme ça. En tout cas, ça ne semble pas, et ce n'est pas mon avis, parce qu'il y a trop de choses qui ont été mises en jeu là. Il y a eu beaucoup de choses. Ça peut s'envenimer, par contre. Pour moi, il y a ça, c'est quelque chose qui est plus probable. C'est qu'il y a un envenimement de cette guerre, puisque Israël a beaucoup d'intérêt, le pays a beaucoup d'intérêt à ce que ça se poursuive, et donc va tout faire pour rester dans la guerre. Les États-Unis Trump est un petit peu pris au piège, et donc voilà, ma vision c'est que Trump il va nécessairement vouloir sortir du conflit par le haut, et donc c'est soit il arrive à négocier, ou à proposer une négociation, mais l'Iran ne veut plus. Hein, clairement, ça y est, ils ont. Et donc, il va falloir que les États-Unis fassent des concessions pour obtenir une négociation qui puisse être acceptable pour eux. Et où Trump pourra dire, faire un petit peu le marmot comme d'habitude. Mais là, ils sont un petit peu enlisés dans quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément, en tout cas de mon point de vue, prévu. Mais voilà, ça c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Évidemment, je ne peux pas prévoir l'avenir et je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. C'est pas pour le conflit, mais l'inflation, c'est quasiment sûr. L'inflation, en fait, je vous dis, en fait, le pétrole a repris 6% aujourd'hui. On a le gaz qui a explosé, on a le blé qui a repris, on a toutes ces valeurs-là qui commencent à reprendre. D'un point de vue technique, moi je fais aussi de l'analyse technique, c'est-à-dire que je regarde sur les courbes comment ça se passe. On a des niveaux qui ont été cassés et qui semblent indiquer, en tout cas les probabilités d'occurrence, hein, en analyse technique on parle de ça, ces probabilités d'occurrence, c'est que l'inflation reparte. Si vous voulez, moi je considère qu'il y a plus de chances que l'inflation reparte qu'elle ne reparte pas. Okay. Voilà. Donc, évidemment, ça peut repartir. Ce scénario peut être invalidé. On parle de scénario possible ou pas. Vous voyez, on n'est jamais dans une certitude. Quand on fait du conseil, on est toujours en train d'essayer d'évaluer des probabilités d'occurrence. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous présenter un petit portefeuille. Vous allez voir, vous allez me dire. Alors, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas trop de jeunes parmi nous, à part Pauline. Mais j'ai pris un profil, un cas pratique
Voilà, le couple Martin, monsieur et madame Martin, hein, un couple, ils sont pacsés, ils ont un enfant, ils ont acheté leur résidence principale à crédit. Ils ont des revenus de 5 000 euros, les revenus du couple sont de 5 000 euros par mois net, donc 2 500 à peu près chacun. Et ils ont une épargne de 60 000 euros de côté, ils ont des économies depuis, voilà, ils ont 35 ans, et ils ont gardé de l'épargne, ils ont réussi à mettre de côté 60 000 euros. Ils ont 20 000 euros sur leur livret A, ils ont 20 000 euros sur leur PEL, qui ne sont pas cassés totalement suite à l'achat de leur résidence principale, et ils ont 20 000 euros sur leur fonds euros. Voilà, donc qu'est-ce qui se pose problème? C'est que d'une part, on n'est pas du tout diversifié. Il y a la résidence principale qui est vraiment le socle du patrimoine du couple, donc ça c'est très bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de diversification, on est uniquement sur des comptes non rémunérés. Je ne considère pas que le livret A ce soit quelque chose de rémunéré, hein, attention. Rendement réel négatif vis-à-vis de l'inflation, hein, évidemment. On n'a pas d'actifs réels qui travaillent et on a donc 60 000 euros qui perdent de la valeur tous les jours, tous les mois. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il serait intéressant de mettre en place pour eux? Eh bien, et c'est ça qu'organise le cabinet, hein, c'est nous, c'est le travail qu'on fait ici, c'est d'essayer d'établir une allocation d'actifs qui va permettre d'aller chercher une diversification qui permette justement d'aller générer du rendement et contrer cette inflation qui va simplement faire perdre la valeur au portefeuille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement rester sur une épargne de précaution voilà, il faut toujours garder une petite épargne de précaution, hein, c'est ce que je disais. Donc là, pour le couple, un enfant, ils ont une résidence principale ils arrivent à rembourser 10 000 euros. A priori, ça peut sembler, en tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Là, c'est vraiment c'est les convictions que porte le cabinet. C'est que 10 000 euros pour un couple de jeunes parents, il n'y a pas de raison de garder plus que ça, hein, finalement. Parce que tout le reste, justement, ça va perdre de la valeur. Ensuite, c'est mettre 30% sur des actions internationales. Très diversifié, hein. On va venir essayer de s'exposer à l'ensemble du marché action mondial. Ensuite, c'est concentrer, et là c'est vraiment de la gestion active pour le coup, 28%, voilà, entre à peu près 30% du portefeuille sur les matières premières de manière diversifiée. Donc, voilà, aller chercher du gaz, voilà, sur un indice qui peut représenter toute la classe active des matières premières, hein. Gaz, pétrole, or, argent, blé, soja, tout type de matières premières, s'exposer de manière importante parce que quand on a des convictions, il faut le faire. Ensuite, garder en plus de ce qu'il y a dans le panier matières premières, un petit pourcentage d'or pour justement avoir une partie un petit peu valeur refuge dans le portefeuille. L'immobilier, j'en parlais tout à l'heure, hein, avoir une partie, alors 6 600 euros, évidemment, on ne va pas acheter une maison avec ça, mais on peut acheter des parts de SCPI, on peut aller investir dans du crowdfunding immobilier et une petite partie en capital garanti sur du fonds euro de l'assurance vie pour avoir un rendement qui puisse atteindre les 4%, même qui puisse aller peut-être dans les 5% en cas de forte inflation. Voilà un petit peu ce que pourrait mettre en place le cabinet pour ce couple-là. Attention, c'est pas parce que j'ai pris cet exemple-là que c'est forcément la même chose que je vais établir pour tous les gens qui sont présents dans la conférence, hein, tous autant que vous êtes. Et ce sera évidemment en fonction de votre situation et de vos objectifs qu'on va pouvoir établir un portefeuille adapté. Voilà. Et puis, écoutez, je vous propose du coup gratuitement, pour tous ceux que ça intéresse, de prendre un rendez-vous avec moi. Donc, je vous laisse, je vais mettre un lien dans le chat avec la prise de rendez-vous pour ceux qui voudraient éventuellement discuter de ça
en privé avec moi, j'offre un rendez-vous découverte de 20 minutes. Et puis, on discute un petit peu de la situation et on voit si ça peut être pertinent pour vous. Voilà, donc je vous ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Alors, moi, j'ai que 5 places pour le mois de mars, puisque on est très demandé et que je ne peux pas me substituer, malheureusement. On n'est pas nombreux. Il y a Pauline qui était venue m'aider. Actuellement, j'ai une alternante également qui m'aide, mais c'est moi qui fais tous ces conseils et donc on n'est pas nombreux. Voilà. Et puis, on est plus nombreux là du coup aussi. Tac. Ouais. Et donc le dernier point, c'était voilà. Si vous avez des questions, François, je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi, Cathy, Fabienne, Christophe aussi, n'hésite pas. Est-ce que vous avez des questions sur cette conférence? Puisque ça y est, on a terminé. J'en ai terminé. Je vous remercie déjà d'être resté jusqu'au bout, puisque c'était une première pour moi de faire une conférence en ligne. Donc, c'était assez challengeant. Donc, merci à vous. Et puis, écoutez, je vous écoute. Est-ce que je vais vous donner la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros. N'hésitez pas à poser une question ou deux. Je ne veux pas être le seul à parler, mais vous n'avez pas parlé crypto. Alors non, crypto, parce que pour moi, c'est pas pertinent de parler de crypto. En ce moment, les cryptos, elles sont... alors, j'en mets pas trop dans les portefeuilles. En général, j'en mets un petit pourcentage. Ça dépend évidemment le pourcentage du portefeuille. Mais actuellement, les cryptos, elles suivent de manière assez précise le Nasdaq. Donc, si vous prenez l'indice Nasdaq 100 américain, vous regardez ce qu'il fait, vous regardez le Bitcoin, et on est à peu près sur le même schéma. Il y a eu peut-être une divergence dernièrement. Là, il a fait un rebond, mais qui n'a pas été suivi parce que là, je ne sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui, le Bitcoin. Voyons voir. Là, il est monté hier, il a baissé un peu là. Hier, il est bien monté. Ouais, vous voyez, il a perdu 2% aujourd'hui. Alors, je ne sais pas. C'est ça. Donc, il est revenu sur ses niveaux, je crois, depuis d'hier, non? C'est ça? Je crois que ça. Un petit peu, pas tout à fait, mais pas loin. Tout à fait, ouais. J'ai pas regardé, je vous avoue, j'ai pas regardé les charts du Bitcoin. Tac. Ouais, donc non, il a pris un petit rebond quand même, mais voilà, il se stabilise et sensiblement, il reste au niveau de ce que fait le Nasdaq. Et donc pour moi aujourd'hui, c'est pas pertinent de parler trop de crypto puisque je mets la crypto dans la classe d'actifs des actions, tout simplement. Et je ne considère pas aujourd'hui que la crypto est une valeur refuge, que le Bitcoin soit une valeur refuge. Si c'était un petit peu ça votre question aussi. Oui, bon, ça fait parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai un petit peu. Ouais. Voilà, après les avis divergent là-dessus. Donc, non, mais après, alors moi j'en préconise, attention, j'en propose à mes clients, mais vraiment une faible part de portefeuille. Je considère que ça reste trop volatile pour mettre ça dans un portefeuille global. Voilà. Ça peut être intéressant pour jouer un petit peu ou même garder sur le long terme du Bitcoin, mais faire de la gestion active sur crypto pour l'instant, non, c'est pas là. Là, c'est vraiment pas l'idée. Là c'est vraiment l'idée de venir protéger un portefeuille et de savoir comment on peut le faire. Ouais, je comprends. Voilà, François. Fabienne, est-ce que vous êtes avec nous? Cathy, également? Je ne sais pas si elles sont encore parmi nous. Ah, Cathy. Ah, merci Christophe, merci beaucoup. Cathy, vous m'entendez?
Cathy, je pense que vous avez ouvert votre micro, c'est peut-être que vous vouliez peut-être poser une question. Ah non, elle a recoupé le micro. Bon, écoutez, c'est pas grave. Du coup, François, qu'est-ce que vous avez peut-être, est-ce que vous souhaiteriez peut-être prendre rendez-vous pour qu'on discute un petit peu de manière un peu plus privilégiée et personnalisée? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors ce soir, pas possible, Ah mais non, mais demain ou ce soir moi non après-demain, plus, hein, on je vous est là. dis on va pas prendre un rendez-vous ce soir, hein. Oui, oui, bien sûr. Je vous laisse répondre. Je vous ai mis le lien dans le chat. Alors, j'ai été déconnecté et j'ai dû me reconnecter. Et donc, quand je vais dans le chat, le lien, il n'y est plus. Ah mince, ben, je le renvoie à l'instant. OK. D'accord? Hein? Il est sur Instagram et sur le site aussi. D'accord. Ben, ouais. Et puis, de toute façon, je vous le renverrai si nécessaire, François, par Oui, oui, éventuellement mail. par SMS ou quelque chose comme ça, ou par mail. Ouais, ouais, bien sûr. Cathy, j'ai bien eu votre retour. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous le souhaitez, prendre rendez-vous. Je serais ravi de pouvoir potentiellement répondre à des questions un petit peu plus personnelles, hein. Je comprends que là, durant une conférence, ce soit un petit peu difficile de discuter de tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je serais ravi de prendre quelques minutes avec vous pour voir, vous expliquer et voir qu'est-ce que vous pourriez éventuellement mettre en place. Et puis, je vous remercie. Je vous remercie à tous pour ce soir, pour votre présence. Et puis, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Et puis, faites attention à vos finances, préparez sereinement tout ça. Si jamais, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir le replay éventuellement, je pourrais vous l'envoyer. Comme ça, vous aurez le PowerPoint. Est-ce que ça intéresse des gens d'avoir le PowerPoint? Oui, je veux bien, moi. Ouais, ok, François, très bien. Et vous m'avez dit, je crois que vous avez dit que vous êtes de la Gironde, c'est ça? Oui, absolument. Le cabinet est en Gironde? Oui, absolument. Vous êtes Ah, dans quel coin, François? je suis sur le bassin. Ah, bon, écoutez, bon, on n'est pas loin. Hmm. Très bien. Écoutez, au plaisir, hein, même si vous voulez venir au cabinet en présentiel, ce sera avec grand plaisir. Très bien. Voilà. Écoutez, François, merci beaucoup pour votre présence. Cathy, merci beaucoup. Christophe également, merci beaucoup. Pauline, je te remercie d'être venu directement au cabinet. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, j'espère vous retrouver autour d'un rendez-vous. Et puis, sinon, je vous souhaite une excellente continuation à tous. Merci à vous. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.